L'œil de l'expert, chaque semaine à cette heure-ci, un professionnel reconnu dans son domaine vient répondre aux questions qu'on se pose. Aujourd'hui, on va parler famille avec une nouvelle experte que l'on peut déjà entendre à l'antenne. Bonjour Olivia Barr. Bonjour Michel. Merci de rejoindre l'aventure des experts d'RCF Hauts-de-France. Vous êtes, c'est votre métier, médiatrice familiale. Et pour cette première sur la famille, alors il nous a semblé important de nous arrêter sur finalement ce qui fait aussi avant la famille, le couple. Car quand le couple va bien, la famille va bien, ça paraît un peu simple. Oui, alors c'est vrai qu'il y a eu un article de La Croix qui avec la mise en exergue de cette phrase « Quand le couple va bien, la famille va bien ». Alors je ne sais pas si c'est si simple. Moi je pense que c'est assez vrai, mais du coup ça nous engage en tant que couple à essayer d'aller bien pour que le reste de la famille, et en particulier les enfants, aillent bien. Il y a Christiane Singer qui est cette essayiste et romancière et qui dit « Les enfants, eux, n'ont vraiment besoin que d'une seule chose, pas d'un amour braqué sur eux comme une arme blanche, seulement de grandir dans l'orbite, d'un amour d'un homme et d'une femme. » Et c'est en ça que, effectivement, je pense que c'est un devoir. Moi, je me sens obligée en tant que couple d'essayer d'aller bien pour que mes enfants aillent bien. Mais ce que vous nous dites, c'est pas la famille finalement qui déteint sur le couple, qui pèse sur les conjoints, c'est le couple qui irradie la famille. C'est l'idée, c'est exactement l'idée. Et donc, voilà, l'idée, c'est pas non plus de culpabiliser les couples, c'est comment finalement on va essayer de se donner les moyens à deux d'aller bien pour que ça puisse diffuser. Déjà, ça contribue à faire famille et ensuite à diffuser à nos enfants. Mais le couple, c'est quand même un sacré challenge, car finalement, on n'a aucune garantie. On ne connaît pas chaque parcelle finalement de l'autre, notamment quand on veut s'engager. Effectivement, c'est un vrai défi, le couple et la mise en couple, l'engagement en couple, parce que non seulement on ne connaît de l'autre que ce qu'il veut bien nous montrer, mais aussi ce que nous, on veut bien voir de lui. Alors tout ça, de façon un peu inconsciente, il n'y a pas de mauvaise intention. Et on ne se connaît pas nous-mêmes, parce que la vie va nous servir plein d'événements qui vont faire qu'on va se découvrir soi-même, on va se découvrir des talents, des capacités de résilience, et en même temps, des vulnérabilités. Et notre conjoint va parfois venir appuyer sur des choses qui sont difficiles pour nous, qu'on ne soupçonnait pas, et notamment avec l'arrivée des enfants, et qui vont nous mettre potentiellement au travail. Alors, soit on choisit de se mettre au travail, soit on dit que c'est la faute de l'autre. La connaissance de soi, la connaissance de l'autre dans le couple, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est important ou non de garder un jardin secret? Bonne question. Ça peut ou pas. J'ai pas vraiment de réponse à cette question. Sur le jardin secret, peut-être que... En fait, moi, ce dont j'ai l'impression, c'est que tout ce qu'on n'oserait pas dire à l'autre en face, peut-être que justement, c'est là qu'il y a un problème. Si je me dis, oui, s'il était là, je pourrais lui dire ce que j'ai à dire, dans ce cas-là, c'est que tout va bien, c'est un jardin secret, mais qui n'a pas d'impact sur le couple. Donc, faire la lumière sur tous ces non-dits. Les difficultés rencontrées par le couple peuvent parfois faire exploser le lien, le ciment, le liant du couple. Comment les difficultés, parce que vous dites apprendre à se connaître, apprendre à connaître l'autre, comment les difficultés pourraient nous aider à être nous-mêmes et à faire couple ? Alors déjà, quand on rencontre des difficultés, on ne peut pas changer l'autre. L'autre, souvent, va nous agacer. Il vient de dépenser X euros pour aller acheter des livres, alors que, franchement, je trouve qu'il exagère parce que moi, je n'ose même pas m'offrir un petit bracelet quand j'en ai envie. Donc ça va venir activer des choses, titiller. Et donc, est-ce qu'on accuse l'autre en disant, en fait, c'est lui le problème, il achète des bouquins, il m'a pas demandé, etc. Ou est-ce qu'il y a quelque chose chez moi à aller travailler en disant, est-ce que je m'autoriserai pas à m'acheter un petit bracelet? Donc, c'est un peu ça l'idée. Et en même temps, c'est très difficile. On ne peut pas changer l'autre, donc je ne peux que aller voir chez moi-même ce qui se passe, éventuellement changer, et ça va peut-être amener quelque chose de nouveau dans la relation. Ça veut dire que l'excès, entre guillemets, de l'autre, du conjoint, de la conjointe, nous amène nous-mêmes à travailler sur nous-mêmes et pas forcément sur l'excès du conjoint. C'est exactement ce que je crois, ce qui est très exigeant, et ce qui est peut-être un point de départ à se dire ensemble au démarrage du couple. C'est-à-dire, quand on a conscience de ça, est-ce qu'on peut se dire, il y a plein de fois où je vais t'agacer, il y a plein de fois où tu vas m'agacer,
est-ce qu'on peut se dire qu'on va essayer chacun de veiller à ça et de se dire, j'ai envie de te changer, mais en fait, peut-être c'est chez moi que j'ai envie de regarder. Et d'essayer de ne pas juger l'autre et ne pas non plus se juger soi-même. Alors, il y a une notion qui est très chrétienne, mais qui finalement peut prendre sens. Le pardon. Comment est-ce qu'on fait pour être capable de pardonner et jusqu'où pardonner ? Ouais. J'aime cette question du pardon qui est tellement difficile. J'ai l'impression qu'il y a le pardon inconditionnel, c'est-à-dire quoi qu'il se passe, je décide de pardonner. Et moi, j'ai l'impression que ça, ce n'est possible que par Dieu. Et que moi, de ma petite faiblesse, je n'arriverai pas à... Alors peut-être là, je parle pour moi, mais je n'arriverai pas à pardonner s'il n'y a pas une forme de reconnaissance de l'autre, d'à quel point j'ai été touchée par ce qui s'est passé. J'ai l'impression que, voilà, il y a peut-être besoin, pour pouvoir donner un vrai pardon, que l'autre reconnaisse à la mesure de ce que ça m'a touché, de ce que ça m'a blessé. On a compris donc que le fondement, qui est le couple, ce fondement, le tout basé sur donc l'amour, la transparence, la vérité, la justesse. Mais soyons honnêtes, Olivia, c'est impossible. Ça paraît impossible d'aimer toute sa vie. Comment on fait pour le pour toujours ? Il y a forcément des hauts, des bas. Mais je suis tellement d'accord. C'est difficile de se dire on va s'engager à s'aimer toute la vie. En fait, on n'en sait rien. Et puis, je sais pas, les gens qui sont en couple doivent le savoir comme moi. C'est qu'il y a plein de moments, notre conjoint nous énerve, on ne l'aime pas. Parfois, on le déteste, il nous agace, on en a ras-le-bol. Donc, je sais pas s'il faut qu'on s'engage à s'aimer pour toute la vie ou est-ce qu'on s'engage à se donner les moyens de durer le plus possible dans la qualité de la relation. S'engager pour la vie, c'est s'engager à se donner les moyens. Je me dis ça, moi. Je me dis ça. C'est ce à quoi j'aspire, en tout cas pour moi-même, parce que je sais que je ne vais pas tous les jours aimer mon mari, en fait. Et donc, par contre, je peux dire, ok, je vais m'engager à essayer à chaque fois, je vais m'engager à 100 fois sur le métier remettre mon ouvrage et à prendre les moyens. Et quels sont les moyens, justement ? C'est ça qui est important. Il y a le fameux week-end en couple une fois par an, qui fait du bien. Là, on peut faire preuve de créativité. Ça peut être un suivi thérapeutique individuel, ça peut être un week-end en couple, ça peut être faire des retraites. Nous, les catholiques, on a de la chance. Il y a des dizaines et des dizaines de propositions, mais il y a aussi des propositions ouvertes à tous, notamment par Fondatio, des week-ends de couple. Il y en a ici au Mont, pas loin, mais Fondatio, par exemple, c'est partout en France. Il y en a qui s'intitulent Couple et Job pour travailler plus sur les questions de travail. Il y a les équipes Notre-Dame, on va travailler plus sur les questions spirituelles. Voilà, il y a pléthore de façons de faire, mais ça peut aussi aller voir un conseiller conjugal et familial, ça peut être voir un psy de couple, un psy individuel, etc. etc. Mais quand un couple traverse un passage à vide, on a compris que ça fait partie de la vie du couple, est-ce qu'il faut s'éloigner, le temps de laisser retomber et apaiser les tensions, ou au contraire, il faut se rapprocher et tenter de rabibocher et reprendre du temps ensemble ? Alors, se rapprocher quand on vraiment se supporte plus, c'est difficile de le faire juste à la force du poignet. Donc, moi, j'aurais envie de dire, c'est toujours essayer de remettre de la communication, pouvoir se dire ce qui se passe. Voilà, se faire aider par un tiers. Je pense que quand même, ça peut beaucoup aider. Peut-être que parfois, il faut prendre ses distances, mais sans que ça inquiète l'autre. Est-ce que c'est une distance pour réfléchir ? Dans ce cas-là, est-ce qu'il ne vaut pas mieux qu'il y ait aussi un temps de réflexion à la fois individuelle, mais aussi en couple ? Olivia Barr, médiatrice familiale, est donc notre experte aujourd'hui sur RCF Hauts-de-France. Alors, c'est bien beau tout ce qui vient d'être dit, mais personne ne peut faire le malin en fait en matière de couple parce qu'à un moment, ce sera forcément difficile. Et pourquoi, par exemple, ne pas aller voir ailleurs ? Pourquoi ne pas tenter l'aventure avec un autre, avec une autre, quand ça devient trop difficile ? Oui, pourquoi pas ? On pourrait se dire ça. Et des fois, ça arrive. Et des fois, la séparation est nécessaire. Quand il y a, par exemple, des violences dont on parle beaucoup en ce moment, il faut se mettre à l'abri. Il y a aussi des fois où finalement on essaye, il n'y en a qu'un des deux qui veut essayer. Et puis on commence à s'étioler, à s'éteindre. Peut-être que c'est la seule solution, c'est qu'il faut retrouver goût à la vie en s'éloignant vraiment et en se séparant. J'ai oublié votre question. Mais pourquoi finalement ça devrait durer ? Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas voir ailleurs si... Voilà, alors pourquoi ne pas aller voir ailleurs ? En fait, donc ça peut arriver. Moi, ce que je crois, c'est qu'on peut aller voir ailleurs, mais que la nouvelle personne, elle va nous confronter à d'autres aspects de chez nous. Peut-être que l'autre personne va nous offrir un joli bracelet et va ne pas acheter de livres, j'en sais rien. Mais qu'il y aura d'autres sujets qui vont venir nous titiller. Et donc, on va recommencer. Donc, de temps en temps, en riant, je dis, on a investi sur la première personne. Voilà, autant continuer le travail. Pourtant,
J'ai regardé les chiffres, on est entre 42 et 48% des mariages qui finissent par un divorce. Donc, en fait, c'est beau, la théorie, mais c'est pas évident de le mettre en pratique, sinon les couples ne se sépareraient pas. Mais oui, c'est tellement exigeant, ça demande effectivement beaucoup de volonté. Et c'est vrai que c'est très, très exigeant. Ce qu'on pourrait dire aussi, c'est que parfois, voilà, il y a aussi des séparations qui se passent bien, hein, qui sont pas des drames. Il y a des gens qui vivent, voilà, on parlait de l'influence de la séparation sur les enfants. Alors, une séparation, c'est dur pour un enfant, mais ce qui est surtout difficile, c'est le conflit parental, finalement, qui est derrière cette séparation. Et donc, voilà. Vous parlez des enfants et les enfants, alors vous en avez aussi, hein, mais nos enfants qui veulent faire parfois couple trop tôt, ou alors qui ne veulent jamais faire couple. Est-ce que, en tant que couple, que parents, on a une parole à donner et, comment est-ce qu'on peut se positionner par rapport à leur engagement ou non-engagement amoureux ? Ma première attitude avec un enfant qui me dirait ce type de choses, c'est que j'essaierai d'être à l'écoute. D'abord, avant de transmettre un message. On dit souvent, il faut se connecter à l'autre avant de lui dire d'agir comme il doit agir. Donc, comment je peux écouter ce qui vient de mon enfant sur cette question de l'engagement en couple, trop tôt, pas assez tôt ? Comment je suis à l'écoute ? Je pose des questions pour voir un peu ce qu'il y a derrière ça. Et puis peut-être que le modèle de couple qu'on a donné va générer soit un rejet de la part de l'enfant, soit une adhésion, en tout cas quelque chose qui sera différent et avec lequel on va devoir faire et être à l'écoute. Olivia Barr, pour conclure, ce sera le mot de la fin. On l'a compris, hein, il n'existe pas de couple qui ne traverserait aucune crise, ça c'est une évidence. Et à un moment donné de la vie du couple, si l'amour semble vaciller, il faut se rappeler qu'on ne s'engage pas à aimer, on s'engage à prendre les moyens d'aimer. C'est ce que vous dites. Et ce que vous dites, c'est qu'on n'attend pas finalement d'aller mal pour entretenir le couple, c'est ça aussi ? Oui, c'est l'idée, effectivement, que ça soit un processus d'amélioration continue. Mais le conseil à celles et ceux qui nous écoutent, qui sont en couple, alors qui aillent bien ou moins bien ? Oui, c'est ça. Donc, c'est pourquoi pas faire partie d'un groupe. Alors, faire partie d'un groupe de partage en couple, par exemple. Moi, c'est vrai que j'avais expérimenté une retraite de couple. Et à la fin de cette retraite, je m'étais dit... Enfin, c'était d'ailleurs pas une retraite, plutôt une session. Et je m'étais dit, en fait, un couple seul est un couple en danger. On dit parfois un chrétien seul est un chrétien en danger. Et c'est vrai que quand on est entouré d'autres, eh bien, on peut partager, on peut se nourrir de l'expérience des autres. Et je pense que ça peut nous aider. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir dans ce studio, Olivia. Avec grand plaisir, merci Michel. Olivia Barr, experte cette semaine. L'entretien va être à retrouver ces jours-ci sur le site rcf.fr, Région Hauts-de-France, et sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France.